Il fait chaud. Le saviez-vous? Il fait chaud. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Bienvenue à ce stream. Tac. On va changer de scène. Bonjour à tous. Ce stream professionnel. Petit stream live SRFC. On va faire un petit bilan de fin de saison. Pensez à prendre de l'eau, bien entendu. On est ensemble, je sais pas trop pour combien de temps, on verra au fil de l'eau. À 20h45, il y a le match de barrage de Nice-Saint-Etienne qui a lieu. Si jamais on traîne, on suivra le score en direct. Mais en attendant, voilà. N'oubliez pas votre. N'hésitez pas également. Parce que faut que ce soit aussi le plus pratique possible. Ça va être un peu moins pratique pour moi de voir les messages si vous les mettez sur Blue Sky. Le plus pratique pour moi, c'est si vous mettez des messages sur Twitch. Si vous n'avez pas de compte, c'est pas très grave. J'essaierai de checker de temps en temps sur Blue Sky, mais je suis obligé d'aller regarder. Donc, pour simplifier un peu les choses, utilisez peut-être un petit hashtag LiveSRFC. Ça sera plus simple pour moi pour aller voir les messages quand il y en a. Et pour comme ça, peut-être faire un petit peu de lecture de ce qui se dit en passage. Mais voilà, si vous voulez être en direct, c'est plus simple pour moi si vous mettez les messages directement sur Twitch. Ce sera un peu plus simple. Si vous voulez intervenir, dans le chat Twitch, toujours, point d'exclamation, Discord, ça fait apparaître un lien. Si vous avez déjà Discord installé, vous pouvez directement aller dessus pour rejoindre le serveur. Et vous mettez dans le salon salle d'attente. Et à ce moment-là, on peut voir pour vous faire monter dessus directement. Et j'en profite, je mets un petit link. Ça, c'est pour les réseaux sociaux au global. Et n'hésitez pas d'ailleurs, au cas où, à vous manifester sous le post sur Blue Sky. Si vous êtes en train de regarder sur Blue Sky, comme ça, à peu près, je sais à peu près où les gens sont. Je sais si je dois surtout faire plus attention à Blue Sky qu'autre chose. Je vais juste de faire les petits settings en plus, puis le temps que les gens arrivent, etc. On laisse le temps à tout le monde de s'installer. N'hésitez pas à me dire au niveau du son s'il y a un moindre problème, parce que c'est vrai qu'il y a le ventilo qui tourne. Euh, pour des raisons évidentes il fait chaud. Donc n'hésitez pas à me dire si on entend un petit peu trop le ventilo. Il faudra que je baisse un petit peu le. Et merci Feu de la Vilaine, du follow. Merci à toi. Bienvenue, installe-toi. Bois de l'eau. Et donc ouais, n'hésitez pas à me dire si on entend un peu trop le ventilo, je le pousserai un petit peu, ou je baisserai peut-être un petit peu le volume. Mais ouais, dites-moi tout. Et comme je disais, ouais, n'hésitez pas si vous êtes en train de regarder sur Blue Sky, vous me dites. Ça a l'air d'aller. Ok, parfait. Bonjour, bonjour. Incroyable. Tant mieux si ça fonctionne. S'il n'y a pas de problème de son, j'ai un peu peur le ventilo parce que avec les micros comme ça, c'est des micros un peu sensibles, donc ça peut avoir tendance un petit peu à tout gâcher. Mais si tout va, alors tout va. Si l'appétit va, tout va. Comme le disait Gérard Larcher.
Non, ça n'entend pas le voice call. Parfait. Comme d'habitude, voilà, pour ceux qui sont moins habitués à Twitch, il y a toujours des petits décalages, hein, donc vous étonnez pas. La connexion n'est pas la plus parfaite et le PC avec cette chaleur peut avoir quelques petits soucis. Donc ça peut y avoir une petite dizaine de secondes de décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je vois le message. Ne vous inquiétez pas, tout est normal, tout est sous contrôle jusqu'à présent. Au programme, je pense qu'on va faire, on commencera par l'article Ouest France avec l'interview de François-Henri Pinault qui parle de Taverneau. Il y avait des trucs un peu intéressants, je trouve, là-dessus. Je pense qu'on va commencer par ça. En plus, comme c'est un article bloqué, ça va permettre à tout le monde plus ou moins de le voir. Donc, je pense que ça va être un bon moyen d'entamer les choses et puis ça peut peut-être un peu créer du débat. Euh, j'ai l'ami Ropic qui m'a envoyé de quoi chercher un peu de statistiques. J'ai trouvé autre chose en plus de mon côté. Donc on va en profiter, on regardera un petit peu visiblement les deux recrues qui arrivent, Adrien Thomasson et Arnaud Norbin. On connaît un petit peu, on fera lui en premier histoire de faire la chose. Et puis voilà, on va essayer. On va pas trop regarder les rumeurs mercato, à moins que on ait envie de particulièrement s'attarder là-dessus. Mais on ira peut-être jeter un petit coup d'œil sur la composition pour l'année prochaine, voir où est-ce qu'il y a des vrais besoins, où est-ce qu'il n'y en a pas. Et je pense qu'avec ça, on aura déjà fait un joli petit tour. Tac. Ah. De toute façon, comme d'habitude, n'hésitez pas s'il y a une question ou quoi que ce soit, il y a le chat. S'il y a des sujets que j'évite, vous n'hésitez pas, vous me dites. C'est un stream, c'est participatif. Donc n'hésitez pas à participer. Tac. Transition. Attention les yeux, on passe en blanc. Hein. Je zoome un petit peu plus. Tac, tac, hop. Donc, un peu plus tôt dans la semaine, on a eu cet article-là. N'hésitez pas à me dire si c'est lisible pour vous. Je vais peut-être zoomer un petit peu de toute façon. C'est pas en plein écran. Tac. Exclusif de Taverneau de Mossad Rennais, production sportive et financière, entretien avec François-Henri Pinault. Article du 22 mai par Nicolas Mangeard et Guillaume Lenné de l'équipe de Glenn Lucarne. Donc au moins, s'il y en a qui n'avaient pas eu l'occasion de le voir, on va pas tout lire, mais on va pouvoir passer surtout sur les points un petit peu intéressants. Je vais juste sur le téléphone au cas où. Donc voilà, on a appris en parallèle que Nicolas de Taverneau était nommé président. Non, si c'est ça, président du conseil d'administration. Donc grosso modo, alors c'est toujours pareil, nous on fait avec ce qu'on peut savoir de ce genre de rôle, mais ce qui a d'être un peu un rôle de jonction entre la direction sportive et les actionnaires. Forcément, les Pinots peuvent pas être présents au club tout le temps. Déjà, en général, même nous, on sait pas trop quand ils y sont, on sait pas trop ce qui se passe quand ils sont là. Donc, forcément, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour faire un petit peu le parallèle avec eux. Et du coup, voilà, c'était euh, jusqu'à présent Guillaume Cerruti, qu'on avait un petit peu appris en amont qu'il quitterait le poste à la fin de l'année. Et finalement, remplacé du coup par Nicolas de Taverneau, qui lui aussi avait annoncé qu'il quitterait la FFF ou LFP. J'ai un doute, je pense que ça va être noté dans l'article. Mais voilà, ceux qui avaient fait la chaîne, etc., qui quittaient à la fin de l'année parce qu'ils estimaient que les clubs, ils faisaient pas assez le lien, qui est le lien entre eux, et donc voilà, ils trouvaient que qu'ils avançaient pas en bonne direction, ils préféraient partir plutôt que de s'embourber là-dedans. Celui qui valide les sous et les gros projets. Ouais, voilà. Le président va lui dire écoute, on a ça comme projet, lui il va dire est-ce qu'on valide ou pas. Il y a quand même un point intéressant d'avoir un Nicolas de Taverneau qui arrive, c'est que c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît dans la direction à la fois du football, dans la direction télé. Il a été donc, il a chapeauté la création de Ligue 1 Plus, donc il a quand même eu un rôle assez important sur ces dernières années dans le foot français. Visiblement, il y a quand même une volonté de se diriger vers un Stade Rennais qui
a plus d'influence dans le foot français. Ça se sentait déjà un petit peu avec Guillaume Cerruti, hein, un petit peu avant. Mais là, on passe quand même sur quelque chose d'autre niveau stature. Et c'est peut-être quelque chose qui me manquait un peu, je pense, au niveau du stade, parce que c'est vrai que bah, quand tu as des actionnaires le, euh, comme les Pinot, c'est quand même dommage de ne pas peser dans les décisions qui se font pour le club, surtout que voilà, les droits télé sont assez faibles, il va falloir trouver comment sauver la Ligue 1 en soi. Et ça ne peut pas ne passer que par des qualifications européennes, surtout que bon, bah, les qualifications en Europa League Conference League n'apportent pas tant d'argent que ça pour compenser toutes les pertes des clubs français. Donc, s'il faut passer uniquement par des victoires, enfin des qualifications en Ligue des Champions, ça fait peu d'élus, on va dire. Donc voilà, c'est un peu grosso modo hein, ce qu'il nous dit. Hein, c'est un moment où, au-delà du projet du club et aussi des enjeux nationaux sur le foot français, pour la souhaite que Star Arena ne soit pas spectateur mais acteur. Bon, déjà, c'est rare que François-Henri Pinault soit, soit actif. Il a l'air de l'être un peu plus que son père, en tous les cas, en tout cas au niveau du club. Pour le reste, moi je m'en fiche un petit peu. Euh, pour le reste, il a carrément de l'argent. Mais ça sent que ouais, il a un petit côté, enfin, il a envie d'un peu plus mettre les mains dans la boue. C'est intéressant à avoir. Et donc effectivement, Guillaume Cerruti, bon, il y a avoir des petites histoires qui faisaient qu'il s'en va. Et bon, au final, ça se goupille bien. Moi, je me demande si c'était pas un petit peu arrangeant pour eux que Cerruti s'en aille et qu'au final, c'est pas juste une coïncidence que Guillaume Cerruti s'en aille et que Nicolas Taverneau arrive. Je pense qu'il y a peut-être, il y avait peut-être des accords faits en amont. Après, ça, c'est de la supposition. Moi, j'en sais rien, mais bon, on va dire que les timings collent bien. euh, voilà, compétences de chef d'entreprise ne sont pas démontrées. Team Sens du foot, c'est diriger un club qui a été patron M6 et Girondin de Bordeaux. Avant que ça n'aille mal, il me semble. Donc, puis, de toute façon, là, il ne sera pas président du club. Ce sera Arnaud Pouille. Bon, parce qu'on veut d'Arnaud Pouille, mais bon, au cas où, si on avait peur de Nicolas Taverneau, c'est pas lui qui gérera le club en soi. Donc, voilà. Il était difficile à convaincre, je pense pas. Voilà, c'est ce qu'il disait. Hein. C'est pas qui postulait de s'inscrire ce qu'il avait entrepris à Ligue 1. Il continue là-dedans, là-dessus, pas très intéressant. Là, c'est un peu ce qu'on disait tout de suite. Rennes veut poser un petit peu plus dans les décisions au niveau du foot français. C'est normal si tu veux te positionner en tant que club majeur du championnat. Forcément, il faut donc être présent quand il y a des décisions de prise et avoir quelqu'un de connu et reconnu. Ça peut peut-être influencer un petit peu les décisions d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus neutres aussi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quoi? On a Nasser El-Khelaifi qui est très fort, qui embarque beaucoup de monde avec lui dans ses décisions. Et après, en dehors de ça, les autres, bon, même s'ils veulent faire un peu dissension, il se passe rarement grand chose. Donc, ça peut être éventuellement effectivement une personnalité qui peut essayer d'embarquer les personnalités un petit peu plus neutres parmi les autres présidents et peut-être créer une opposition, en tout cas forcer El Khalifi à faire des concessions. On verra bien. Mais de toute façon, ça, on pourra le juger que sur du moyen long terme. Sur du court terme, en général, je pense qu'on verra grosso modo pas grand-chose hein, à ce niveau-là. Donc, il sera probablement viré avant d'être efficace. On connaît le principe. Voilà, il y a un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Genre, je ne me suis pas trop renseigné là-dessus. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Euh, à voir. Ça me fait rire parce qu'ils disent ouais, on espère que ça va plus vite. Alors, bon, j'aurais tendance à penser qu'il y a d'autres priorités en France, mais bon. Eux, je peux les comprendre que vis-à-vis d'eux, ils aimeraient que ça aille vite, surtout en mi-saison, pour essayer d'avoir déjà des solutions pour la saison à venir. Et c'est sûr que c'est moins les préoccupations de l'Assemblée nationale, forcément. On verra bien, je crois que c'est prévu pour juin, ouais, fin juin. Donc on verra bien, ce sera la fin des contrats des joueurs, et un petit peu après le début du mercato. Voilà, il nous parle un peu de Guillaume Cerruti. Bon, il esquive un peu le sujet hein, pour Guillaume Cerruti. Il dit pas grand-chose de très intéressant. Voilà, ça parlait d'instabilité. Alors moi, la phrase m'a fait un petit peu rire parce qu'il dit non, il y a une stabilité complète de la vision stratégique du club. Alors c'est vrai pour le coup, je pense qu'il y a une vraie continuité
et juste un gain un peu de personnes entre Guillaume Cerruti et le Taverneau. Maintenant, celui d'avant, je sais plus c'était quoi son nom. En même temps, il avait pas l'air si impliqué que ça. Euh, donc, bon, continuité entre Cerruti et Taverneau, oui. Avant, bon, pas sûr. Alban Grégé, ouais. Exactement, merci. C'est un des clubs les plus stables de France, de par son actionnariat. Alors la France qui veut un peu rien dire. Stable à quel point est-ce qu'on parle juste des actionnaires? Oui, si vous décidez pas de vendre, effectivement, le club est stable. Mais en dehors de ça, ça veut pas dire grand-chose. On apprend vraiment pas grand-chose ici. Donc voilà, le centre de formation fédéral minimum, 6 positions d'équipe première, 0 centre de formation. Voilà. Je parle un petit peu des trucs autres que l'équipe première. Je parle un peu de Francaise. Bon, Francaise, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a récupéré une équipe en cours de route et au final, il s'est qualifié en Europe alors qu'on n'était pas sûr de se qualifier en amont. Tant mieux, on va dire. Là où on va juger Francaise, c'est plus sur la saison à venir. Fonctionnement entre Arnaud Pouille et Nicolas Taverneau. Alors ça, c'est un petit peu plus intéressant, je trouve. Arnaud est président exécutif en charge de la gestion du club au quotidien. Nicolas validera avec moi les orientations stratégiques et les propositions faites par Arnaud en vérifiant qu'elles soient exécutées correctement. Rien ne changera sur la responsabilité. Nicolas, avec son expérience du foot, des médias et de l'entreprise, sera aussi un support exceptionnel pour Arnaud pour valider les idées et se challenger sur des projets. C'est l'avantage, c'est que comme il a des connaissances des deux côtés, il peut donner des idées à Arnaud Pouille et éventuellement, j'imagine ce qui est un peu dit aussi en sous-texte, c'est si Arnaud Pouille fait des conneries, ben il prendra la main. Je pense qu'il y a un petit peu de ça en sous-texte là-dedans. Ça se sourirait qu'on ait le fiasco Massara, Stéphane Sampoli. Ouais. Alors, le fiasco Stéphane, pour moi, il y a relativisé. En fait, je comprends qu'on aille le chercher. Je pense que c'est pas forcément la meilleure solution à l'instant T. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Mais je comprends que tu ailles chercher Julien Stéphan, vu la fin qu'il y avait eu avec lui, etc. Je comprends pourquoi tu vas le chercher. Après, ça se passe mal, c'est des choses qui arrivent. Mais est-ce que quelqu'un aurait fait mieux avec l'effectif en place? C'est aussi c'est la question qu'on peut se poser. Mais oui, en tout cas, Massara Sampaoli, c'est sûr que. D'ailleurs, dans le livre de Stéphane Danda, Sampaoli lui dit que c'est un des pires effectifs qu'il a jamais eu. C'est un peu drôle. Mais en même temps, on le sentait quand il faisait les conférences de presse. On sentait que c'était pas l'amour fou avec son effectif. Donc voilà, ça, pour le fonctionnement, moi, c'est ça que je prends un petit peu côté rigolo, c'est qu'il explique bien que voilà, Nicolas Taverneau, il sait aussi euh, comment ça se passe dans un club de foot. Donc, il va pas apprendre, il va pas être né de la première pluie quand il va y avoir des décisions de prise. Il va regarder, il va compter, il va dire ah non le salaire là non 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 pas le salaire là. Et bon j'imagine que du coup si c'est quelqu'un que les Pinot connaissent depuis longtemps, il peut valider des trucs un peu sans eux. Bon j'imagine que c'est aussi la responsabilité d'un mec, d'un président de l'administration. J'imagine heureux de voir Rennes retrouver la Coupe d'Europe. Alors bon là il n'y avait pas encore eu le match. Alors, c'est un peu drôle quand même, parce qu'il a, je vous dirais ça vendredi soir, la conférence League aurait visiblement été vue comme un échec. Ce que je trouve un peu rigolo. Après 2 saisons à ne pas se qualifier en Europe, c'est quand même particulier de dire voilà, conférence League, ça aurait quand même été un échec. Je le comprends, je trouve ça bizarre qu'ils le disent. Il aurait pu l'être, mais sans le dire. Et il décide quand même de le dire. Donc, déjà, on note que l'objectif de la saison prochaine, c'est à minima l'Europa League. Et de toute façon, je crois qu'il il un petit peu plus tard. Enfin, il leur dit un petit peu plus tard, il me semble. Mais voilà, il annonce déjà que le budget de la saison prochaine ce sera 130 millions d'euros. Il n'y a pas de surprise. On notera du coup que la vente de Jacquet, qui est entre 65 et 70, c'est pratiquement la moitié du budget à l'année. Alors c'est toujours pareil quand on voit les budgets là, c'est les budgets de fonctionnement. Donc c'est pas nécessairement c'est pas le budget du mercato. Je doute que la plupart de ceux qui sont là, sans doute.
Et voilà, ça veut pas dire qu'il y a 130 millions à dépenser dans le mercato. Il y a 130 millions de fonctionnement, on va dire, avec les salaires des personnes qui travaillent au club, etc. Donc, 130 millions pour faire fonctionner le club sur la saison et éventuellement taper dans le mercato, mais ça passera par des ventes aussi. Bon, moi je m'en sais, je trouve ça un peu anecdotique en soi. Les ambitions du club la saison prochaine, on va continuer à renforcer l'équipe avec une profondeur d'effectifs suffisante pour pouvoir jouer différentes compétitions sans se mettre en danger sur le championnat. On va continuer à viser le top 5. C'est vraiment un top 5 qui est visé, hein, et pas en dessous. Et à avoir le parcours le plus ambitieux possible en Coupe d'Europe. Ça aussi, hein. Il y a un côté d'exigence qui vient se positionner pour les Coupes d'Europe. Mais il y a un vrai discours d'exigence qui est posé par le président. Souvent, il y a un peu plus de retenue quand même. Il y avait un peu ce côté on gère le club, on met de l'argent, et s'il se passe quelque chose de bien, tant mieux. Et c'était un petit peu aussi l'attitude des supporters rennais la plupart du temps. Il y avait ce côté, oh, tant qu'on se qualifie, moi je sais parce que je suis comme ça aussi, mais oh, tant qu'on se qualifie en Coupe d'Europe, ça va, je suis content. Et, euh, et là, il y a quand même un côté, non, 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 pas n'importe quelle Coupe d'Europe, on veut du top 5, on veut faire des parcours ambitieux en Coupe d'Europe. C'est du discours ambitieux, c'est du discours intéressant, je trouve. Mais bon, là, ça reste que des paroles ici. Les investissements seront différents selon que vous jouerez la Ligue Europa ou les conférences. Pourtant, la question, ça peut peut-être paraître un peu différent pour tout le monde, mais si on dispute une Coupe d'Europe, c'est pour essayer de la gagner. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire parce que c'est pas le cas de tous les clubs français. Francaise n'a pas non plus un passif incroyable avec les Coupes d'Europe. Donc, le fait de lui dire, de lui annoncer, voilà, attention, on a envie de faire quelque chose en Coupe d'Europe, je trouve que c'est une bonne chose. Ça lui met un chouïa et la pression derrière pour l'inciter à ne pas acheter la coupe. Il va disputer à minima la Ligue Europa chaque année pour rester en bonne. Donc voilà, minima la Ligue Europa. La Conference League, ça ne l'intéresse pas. Je trouve que c'est particulier comme discours. Surtout après des saisons blanches qu'on a eues précédemment, voire quasiment jouer le maintien. On annonce quand même on veut de la Ligue Europa, pas de la Conference League. Surtout maintenant là qu'on va jouer deux compétitions en même temps. Voilà, quelles sont vos contraintes financières en contexte de crise actuelle du foot? Ils sont très limités. Donc, voilà, ils ont déjà un peu ajusté pas mal de coûts. La masse salariale a baissé cette saison. On pouvait en douter un petit peu, mais il y a eu beaucoup de départs quand même. Sur le Mercato Massa, on sait que les salaires étaient assez élevés. Et en plus, il y a eu du monde. Donc rien que le fait de s'en séparer d'une bonne partie fait que même en signant d'autres assez gros salaires comme Fofana par exemple, ça fait quand même qu'on a baissé en masse salariale. On va probablement même rebaisser cette saison. Il y a d'ailleurs, je vais faire une aparté sur l'arrivée d'Adrien Thomasson. Les chiffres qui ont fuité pour son salaire, c'est qu'on aurait plus ou moins doublé son salaire de lance. Il passera à 200 000 euros mensuels. Alors, moi, les chiffres en soi, sur le principe, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse plus, c'est le côté grille salariale. C'est qu'il y a quelques années en arrière, 200 000 euros, c'était les salaires un petit peu des joueurs qui jouaient, mais qui n'étaient pas les joueurs très importants de l'équipe, qui pouvaient passer sur le banc à tout moment. Parce que il me semblait que les Martin Terrier-Bou et Jo, ils étaient plus dans les alentours de 400, 350, 400 000. Donc, ça me choque pas trop de voir ce salaire-là pour Thomasson. Surtout que tu le signes. Bon, après, pour la sauce officielle, on verra West France quand ce sera officiel au niveau des chiffres. Est-ce que le club annoncera? Mais visiblement, ce qu'il y a de se dire, c'est qu'on le signerait pour 2 saisons et une en option. Ça me choque pas. Ça me semble pas surpayé plus que ça. Plus que donne raison. De toute façon, après, c'est du foot. Moi, je suis pas comptable. En fait, après, moi, je suis aussi sur ce principe-là de tant qu'on va pas dans des trucs qui nous empêchent de nous qualifier en Coupe d'Europe. Bon, en vrai, les sommes qui dépensent, je m'en fiche un peu. Juste faites en sorte que voilà, on
se fasse pas disqualifier des règles de coupe et qu'on rentre à la DNCG. Moi, après le reste, faites comme vous voulez, hein. Le reste me pose pas de soucis. Et surtout, bon, bah voilà, faut quand même essayer forcément de pas se foutre dedans pour les saisons d'après, un peu comme avec le Mercato Massara qui nous a mis dedans. Faut quand même avoir des dépenses un peu raisonnables pour éviter de se trouver à devoir rattraper le truc pendant plusieurs saisons. C'est surtout ça qui est important, je trouve. Maintenant, voilà, c'est pas non plus gravissime, c'est pas nous qui payons. Voilà. En tout cas, moi, c'est un peu ma vision. Donc, ils arrivent à faire en sorte de se qualifier, moi, tout. Van de Ven, Jérémy qui se passe. Il sera effectif au 1er juillet, mais il falloir vendre plusieurs joueurs. Euh, Ils disent pas grand chose. Ils disent qu'ils vont se renforcer. Et il annonce officiellement, hein, en français, il y aura déjà l'arrivée de Thomasson. Déjà au 22, bon bah voilà, hein, c'était sûr, il n'y avait pas de doute. On avait moins de nos ambitions, je vous le garantis. En même temps, il y a besoin, c'est un peu bête à dire, mais il y a moins besoin de mettre d'argent aujourd'hui qu'il y a 6 ans pour réussir à percer. Donc si tu es stable, aujourd'hui en Ligue 1, tu es une meilleure équipe qu'il y a 6 ans. Et ce qui fait que là, sur les prochaines saisons, le niveau de la Ligue 1 va baisser. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de clubs qui ne pourront pas se permettre un train de vie Ligue 1. Donc le niveau global va énormément baisser, je pense. Ça, c'est un peu mon pronostic. Euh, juste le fait de se stabiliser au niveau du budget, de ne pas avoir de folles dépenses, etc., ça permettra de devenir une meilleure équipe. Ça, ouais, c'est peut-être un petit peu mon petit pronostic là sur les 2-3 saisons à venir s'il n'y a pas de repreneur de la Ligue 1 un peu plus tard. Donc à combler sur le plan défensif ou les postes déliés, bon, il dit pas grand chose. Là, il y a un petit passage un peu intéressant. Vous voulez la journée au sport de la ville de Rennes vous a ouvert la porte pour une rénovation et extension du Roison Park. Donc voilà. Visiblement, l'actualité a l'air d'être plus portée vers un agrandissement que vers un nouveau stade. Il redit assez clairement, hein, qu'ils avaient voulu développer un projet de déménagement du stade. Donc voilà, il confirme un peu les infos qui étaient sorties à une période. Mais au final, ça a l'air d'être plus placé vers un agrandissement qu'autre chose. Et oh bah tiens, ils l'ont enlevé ou c'est juste moi qui l'ai raté? Les six mentions différentes. Parce qu'il y avait surtout le passage qui était intéressant. Ah voilà, c'était celui-là. Euh, Arnaud, le président exécutif. Donc, quel sera le fonctionnement entre Arnaud Pouille et Nicolas Taverne? Arnaud, le président exécutif, en charge de la gestion du club au quotidien. Nicolas validera avec moi les orientations stratégiques et propositions. Rien ne changera sur responsabilité. Il y avait un passage où il parlait de l'entraîneur. Ah voilà, c'était ici. Je suis passé un peu trop vite là. Il a stabilisé le projet de jeu. Encore une fois, il faut qu'on arrive à définir clairement un projet de jeu pérenne, soit le projet du Stade Rennais et pas le projet d'un entraîneur. Le club ne peut plus s'adapter à l'entraîneur qui arrive, cela a été trop souvent le cas. Maintenant, avec Loïc, Franck et Arnaud aux commandes, on est en train de développer un projet de jeu qui sera le projet du club et qui s'imposera aux entraîneurs quand il y aura des changements. Ça, c'est intéressant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, ça veut pas dire non, mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, Rennes évoluera en 4-3-3, 4-4-2, etc. Ça veut dire que le club, il doit avoir une direction et que quand tu choisis un entraîneur, il faut pas que ce soit un entraîneur parce que c'est l'entraîneur libre du moment. Il faut choisir un entraîneur parce que on a envie d'avoir une équipe offensive, donc on a besoin de recruter un coach qui a des velléités offensives. On a des acquaintances avec le 4-3-3, le 4-4-2. On recrute des coachs qui font du 4-3-3 et du 4-4-2. Je pense que ça a été le discours auprès de Francaise quand il est arrivé à Rennes. Parce que clairement, il a l'air limite, il a l'air de dire qu'il déteste le 3-5-2 alors qu'il a fait ça pratiquement toute sa carrière. Et maintenant là qu'il est à Rennes, il a l'air de dire bah, j'ai jamais aimé le 3-5-2. Je ne connais pas ce type-là, j'ai jamais vu de ma vie. Et je pense que ça s'inscrit un petit peu dans ce truc-là, c'est qu'il y a
je pense qu'il y a un traumatisme de défense à 3. Ils ont compris que les supporters rennais n'aimaient pas tant que ça la défense à 3. La défense à 5, hein, c'est pareil. Donc, ils n'ont pas envie de se mettre les supporters à dos. Ils veulent dire voilà, on va faire des équipes plutôt défense à 4, et après autour de ça, on va essayer de construire des choses. Une vision sportive, c'est pas seulement dire voilà, on va jouer dans telle chose, c'est aussi voilà, dire on veut peut-être certains trucs. De toute façon, il y a des équipes qui ont des particularités. Euh, Moi, je dirais qu'à Rennes, un peu notre identité à nous, c'est d'avoir des ailiers un peu assez rapides et qui ont une certaine patte, qui ont quand même des pieds la plupart du temps. Donc, désolé, Moussa Tamari. Donc, je trouve qu'on a une culture de l'ailier du côté de Rennes, au global. Donc, je suis un peu curieux de voir. Puis pareil, voilà, est-ce que le futur de Rennes s'inscrira avec, est-ce qu'on aura des numéros 10, etc. Ça, c'est des choses qui se discutent un peu plus tard. Mais c'est intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Parce que on décide enfin quand même que de dire le club il fait les choses de telle manière, et c'est les gens qui arrivent dans le club de dire ah, ce club là fait les choses de telle manière, pas aux gens qui arrivent de dire moi je fais les choses comme ça, donc maintenant le club va faire comme ça. Voilà, maintenant on dit le club il fait les choses de telle façon, et on va essayer de recruter des gens qui collent à notre idée. Ça veut pas dire que voilà, si un jour il y a un mec qui décide de faire un 3-5-2 parce qu'il joue au PSG, bon bah il va se faire virer le lendemain. Et c'est juste dire que bon bah voilà, sur une saison, le type va jouer un football offensif tout du long. Qu'elle va essayer. Donc voilà, ça c'est un petit passage qui était un peu intéressant. C'est pour ça que je trouve l'interview intéressante, parce que je trouvais qu'elle avait quand même des choses assez cool à apporter au sujet. Donc ça me plaisait bien. Ce que je vous propose, on va éventuellement voir. On va parler un petit peu de nos deux futurs recrues, que sont Adrien Thomasson et Arnaud Nordin, qui ont l'air de se confirmer tel quel. Adrien Thomasson, saison 25-26. Donc là, on a quelques stats. Alors, c'est surtout des stats de passe. Je sais pas si on n'apprend pas tant que ça de choses ultra intéressantes non plus. Ce qui est peut-être intéressant, je crois qu'on peut le comparer à Valentin Rongier, si je dis pas de bêtises. C'est un peu plus intéressant comme ça. Voilà. On peut superposer comme ça. Là, on a surtout des choses, comme je disais, hein, on a surtout de la stat de passe, au final. Un peu de possession gagnée. On voit qu'ils sont assez similaires à ce niveau-là, sur tout ce qui est un peu défensif ici. On voit par contre que Valentin Rongier a un peu, un peu plus gagné de duel qu'Adrien Thomasson. Passe progressive, pour moi, c'est pas un truc sur lequel il faut particulièrement suivre, parce que c'est de la consigne. Au global, si tu ne demandes pas à tes joueurs de faire des passes vers l'avant, bah, ils font pas de passes vers l'avant. Donc, voilà. Mais par contre, alors qu'il fait assez peu de passes progressives au final, il fait quand même bien plus de passes clés que Valentin Rongier. Donc moins de passes, visiblement mieux choisi. Forcément, après, quand tu as plus de volume, tu peux faire un petit peu plus d'erreurs aussi. Donc l'écart me choque pas tant que ça. Un pourcentage de passes vers l'avant, Valentin Rongier fait un peu plus de passes vers l'avant qu'Adrien
Thomasson, mais c'est pareil. C'est un peu plus de la consigne qu'autre chose. C'est pas forcément le truc le plus représentatif. Je vais essayer de retrouver. Tac. Je vais vous montrer, il y avait un autre site qui était un peu intéressant avec un peu plus de stats intéressantes. Bon, après, je suis pas sûr qu'au final, on ait vraiment quelque chose à faire niveau statistique, mais un truc qui peut être intéressant éventuellement, je pense qu'Adrien Thomasson il vient s'inscrire complètement dans plus ou moins une rotation au niveau du club. Il vient pour faire le nombre avec Valentin Rongier et Madi Camara. Profil un peu défensif, un peu du Romal, etc. Puis profil un peu leader. Donc ça reste quand même assez intéressant à voir. Il est correct quand il veut faire des passes vers l'avant, il sait faire des passes clés, etc. Donc, il a fait de toute façon, il a des stats physiques impressionnantes sur cette saison de Ligue 1. Attention, cependant, c'est probablement la meilleure saison qu'il ait jamais fait. Ce sera probablement la meilleure saison qu'il aura fait. À son âge, très peu probable qu'il répète une deuxième saison à ce niveau-là. En tout cas, sur des termes physiques. S'il le fait, tant mieux. Mais ça m'étonnerait que c'est ce vers quoi on se dirige. En tout cas, avec le Adrien Thomasson à Rennes. Par contre, il va clairement venir pour faire un peu de rotation sur le banc. Il a déjà 32 ans. Il va servir à remplacer Valentin Rongier ou Mehdi Camara sur les moments, sur les matchs où ça peut être un peu plus dur, quand il va y avoir de la répétition, de toute façon, avec la Coupe d'Europe et la Coupe de France. J'avais fait le calcul, je crois qu'on est à 34 matchs de saison, donc plus 8 matchs minimum de Coupe d'Europe, ce qui nous mène à 42, plus un match minimum de Coupe de France, ce qui nous mène à 43. Donc on a 43 matchs dans la saison minimum. Vraiment, si tu te fais éliminer au plus vite de toutes les compétitions. Donc 43, ça fait déjà beaucoup. Et donc ouais, tu te rajoutes vite des matchs si jamais tu te mets en barrage d'Europa League ou si tu juste avances en quart de finale de Coupe de France. Donc ça fera pas de mal d'avoir un Adrien Thomasson à ce moment-là. C'est bien d'avoir en plus des profils qui sont similaires mais un peu différents que d'autres parce que ça te permet d'ajuster en fonction de tes matchs, etc. Aujourd'hui, tu avais quand même le problème que si tu sortais Valentin Rongier, tu allais vite à devoir faire rentrer Jawi Cissé qui était quand même pas très très pertinent ces derniers temps. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Maintenant, voilà, c'est une bonne arrivée. C'est un bon recrutement. Ça coûte pas cher. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que le club se dirige là-dessus. T'évites de payer un transfert qui t'aurait probablement coûté une dizaine de millions pour avoir un joueur comme ça. Au final, tu le payes pas. Alors certes, vu que tu le payes pas, tu vas payer un petit peu les frais de la prime à la signature et bon, ça sera toujours moins qu'un transfert. Et tu vas rajouter un petit peu sur le salaire. Bon, t'économises quand même au final par rapport à aller chercher un joueur. Et surtout, c'est un joueur qui arrive vite, qui sera là avant même que les gens partent en vacances. Et ça, c'est quand même cool. Et salut. Elio 15. Elios 15, pardon. Installe-toi. N'oublie pas, prends de l'eau. Il fait chaud. Mais donc, ouais, c'est pour ça c'est intéressant quand même d'avoir un Adrien Thomasson, je pense, dans l'effectif. Ça permet de varier un petit peu et de faire tout ça. Moi, le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est que l'équipe vieillisse un peu trop et que ça sacrifie un petit peu les prochaines saisons
Parce que t'as un Rongier Thomasson de 32 ans, Malik Camara est pas vieux, mais pas jeune non plus. Et clairement, Frank Hayes a annoncé assez durement que il ferait pas jouer de jeunes à moins qu'ils aient prouvé qu'ils devaient jouer. Ça, Malik Camara a 27 ans. Donc, c'est pas jeune, mais c'est pas vieux non plus. Mais voilà, c'est pas un joueur qu'on va vendre 40 millions d'euros. Mais ouais, c'est pour ça. Il y a un côté un peu plus ou moins intéressant à ça. C'est une bonne idée. Et comme je disais, ouais, surtout ce qui est intéressant, c'est que voilà, il arrive dès le début du mercato. Il va faire toute la préparation, il va faire la préparation complète avec le club. Donc forcément, ça rajoute quand même beaucoup de points positifs plutôt que le joueur plutôt que si tu allais chercher par exemple un bon coup à l'étranger qui arrive au dernier moment du mercato parce que c'est un club qui veut gratter un petit peu avec 1 ou 2 millions. Donc, au final, c'est probablement mieux comme ça. Euh, je crois que le PC brûle. Tac, effectivement. Tac, hop, hop, hop. Et excusez-moi. On est reparti. Mais ouais, donc intéressant, c'est un bon coup sur le mercato. En plus, c'était quand même le capitaine de Lens. Donc forcément, ça, c'est un joueur en plus qui a un petit peu de d'altitude aussi. En pour Nordin, il n'a pas fait assez de matchs cette saison pour avoir des stats. On peut le comparer à Kamaldin Sulemana, sa saison 25-26. Et je trouve ça très drôle, donc je vais le faire. Donc voilà. Arnaud Nordin, c'est un peu comme Kamaldin Sulemana. Faites ce que vous voulez de cette information. Mais Arnaud Nordin, c'est Sulemana. En même temps, niveau stats, je crois qu'il est à peu près pareil qu'à Rennes. Arnaud Nordin, un peu sous le même principe que pour Adrien Thomasson. Il va arriver avant même le début du mercato. Donc il fera une préparation complète avec le club. Pareil, ça coûte pas très cher. Visiblement, de ce que disait Guillaume Lenné, c'est un transfert à 2 millions d'euros avec option d'achat. Tu te fouines pas avec ça. Je pense que ça va pas être un très gros salaire. Je pense qu'il touchera moins par exemple qu'un Adrien Thomasson. Si je devais le situer, je pense que il doit toucher dans les alentours de peut-être 130 000, 140 000 euros. Je pense que c'est ce qui me semble le plus logique de notre fourchette, à peu près. Euh, donc c'est une idée. Enfin, non, justement, t'as pas vraiment l'idée parce que bon, tu vas le prendre en hiver dans un mercato où à la base tu voulais juste faire un petit complément parce que tu n'étais pas sûr de jouer avec un ailier et au final tu te dis ah si on va peut-être jouer avec un ailier quand même. Donc faut pas qu'on engage trop de sous parce que c'est pas sûr qu'il va jouer et tu trouves Arnaud Nordin qui était un bon compromis à ce moment-là. Maintenant il reste. Alors c'est sûr que c'est pas le joueur qui fait le plus rêver, Arnaud Nordin. Maintenant, temps de la rotation, je pense que c'est un joueur qui fait pas chier. C'est un joueur qui, on le voit de toute façon quand il fait des rentrées qui sont motivées. Il rentre fort dans les matchs. Donc, bon joueur de banc. C'est un joueur en même temps, tu vois, quand tu vas faire un peu de Coupe de France, quand tu vas aller sur des terrains peut-être d'équipe de nationale ou Ligue 3, et ben, tu as peut-être envie de le mettre lui titulaire plutôt que ton titulaire habituel pour éviter la blessure, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs, et bon, tu te dis,
vas-y, c'est pas contre des équipes plus faibles, ça peut fonctionner, Arnaud Nordin. Profil un peu dynamique, un peu explosif, pas très technique malheureusement, c'est toujours ce problème-là qui manque, un peu de profil technique quand même dans cette équipe. C'est un peu ça qu'il va falloir aller chercher. Adrien Thomasson, c'est clairement pas un profil technique non plus. Mais l'avantage, c'est qu'en dépensant déjà pas trop d'argent pour un Nordin, ni trop d'argent pour Adrien Thomasson, et ben t'économises pour les pôles de recrutement prioritaires. Et je pense que c'est là sur ce vers quoi on va se diriger tout de suite. Euh, où sont les priorités de recrutement? Ça, c'est plus ou moins l'équipe d'aujourd'hui. Eux, ils les mettent en 4-1-4-1. Je pense qu'aujourd'hui, on joue plus en 4-3-3. Avec, on va les replacer un petit peu. Mais du coup, un espèce de 4-3-3, comme ça, 4-2-3. C'est, je pense, qu'il ressemble plus à l'équipe d'aujourd'hui. Je sais pas si on peut aller choisir un joueur là-dedans. Non, même pas. J'ai un Arnaud Nordin. On peut pas juste les coulisser. Bon, c'est un peu la merde. Ah si, je peux faire un remplacement. Donc là, du coup, on a Arnaud Nordin qui vient éventuellement. Donc je pense que Blas va partir. Pour l'instant, on aurait quelque chose comme ça. Effectivement, Rongier qui peut être remplacé par Thomasson. Donc là, éventuellement, tu peux commencer ta saison comme ça. Alors bon, non, d'ailleurs, on va pas commencer la saison comme ça, puisque Madi Camara sera suspendu à la première journée du mercato. Donc, on pourrait avoir à la première journée un 11 de départ comme celui-ci. C'est pas le 11 qui fait rêver non plus. On va peut-être mettre quand même Samba à la place de Sissi. Clairement, où est ton poste prioritaire? Alors, pour moi, c'est compliqué d'en parler. Je pense qu'il y a le poste de latéral droit, mais je pense qu'il n'est pas le plus prioritaire, mais qui est important quand même. Pareil à gauche. Pour moi, ton poste prioritaire, c'est ton rôle d'ailier gauche. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut quasiment être sûr que Ludovic Blas va s'en aller. Euh, et même s'il restait, je préfère avoir Ludovic Blas dans la concurrence avec Zimonski pour le poste de numéro 10 que pour le poste d'ailier gauche. Donc ta priorité aujourd'hui, c'est d'avoir un ailier gauche parce que concrètement, t'en as pas. Tu sais que tu pars pas avec un titulaire. Et si tu pars juste avec Arnaud Nordin et Mukile, c'est un suicide. C'est un suicide. Je pense que Mukile doit partir en prêt. Et il faut trouver quelqu'un à mettre devant Arnaud Nordin. Euh, j'ai pas trop vu de nom circuler, moi de mon côté. J'ai pas trop cherché. Euh, je ne suis pas sûr que Pablo Pagis joue particulièrement sur les ailes. Il me semble qu'il joue 10 un peu à Lorient. Hein. Il joue ailier gauche. Pablo Pagis, c'est vrai qu'éventuellement il peut rentrer là-dedans. Mais j'ai un. Et Pablo Pagis, en tout cas, il l'a annoncé aux alentours de 20 millions. C'est de Lorient. Donc, tu as fait tes économies pour Nordin et Thomasson. Est-ce que tu peux craquer ton slip sur un Pagis? C'est toujours le problème, c'est que si tu fais ça un peu vite, tu auras moins de budget à côté. Tamari, bon, même si c'est pas ce que je cherche moi, mais c'est quasiment sûr qu'il va rester. Donc par contre, tu as envie de mettre un remplaçant dans les pattes. Tu as envie d'avoir quelqu'un qui vient le concurrencer quand même. Pour le concurrencer, il va falloir trouver un remplaçant, mais qui peut postuler à être titulaire. Je pense que c'est là où tu dois aller chercher un petit peu ton ailier un peu dribbleur, etc. Je pense que c'est là où tu peux faire un espèce de coup exotique à droite. C'est là où il va falloir aller le chercher. Parce que les ailiers dribbleurs en Ligue 1, il n'y en a pas une tonne. On a des profils sympas, un peu techniques,
mais différemment, comme Pablo Pagis, qui peuvent être intéressants. Maintenant, il va falloir mettre quelqu'un dans les pattes de Tamari, ça me semble essentiel. Il y a aussi le KM Bolo, qui est intéressant parce que est-ce que Mbolo te force pas lui tout seul à passer à deux attaquants à jouer en 4-4-2 parce que c'est un trop bon joueur et tu payes trop cher pour le mettre sur le banc. Ça me semble être une grosse contrainte de laisser Brel et Mbolo sur le banc. Je sais pas si on a qu'à regarder directement depuis le Blue Sky, n'hésitez pas à le mettre. C'est le hashtag LiveSRFC, comme ça, moi ça me paraît de voir les posts. Si vous avez un avis là-dessus. Mais du coup, ouais, est-ce qu'il y a cette notion de tu fais un 4-4-2 avec quelque chose comme ça, j'imagine. Tac, tac. Brel Mbolo. Et bon, bah, du coup, tu peux éventuellement garder Zabiri pour jouer derrière si tu joues à des attaquants, mais déjà, là, cette saison, il joue pas beaucoup. Alors, est-ce que parce qu'il y avait aussi un petit peu la course, mais bon, on va souvent préférer Mukele quand même, donc ça veut quand même dire, mais tu vas quand même payer 10 millions à Zabiri, donc il va falloir quand même trouver quelque chose à en faire de ce gamin-là. Après, c'est un jeune joueur, hein, donc c'est toujours pareil, pas mettre la charrue avant les bœufs, mais s'il joue pas, il y a un problème quelque part, quoi. Donc, il va falloir peut-être l'envoyer en prêt quelque part, ça peut-être ce qui va être le plus pertinent finalement. Mais ouais, pour moi, ton poste prioritaire de recrutement, c'est tes ailes. Parce que juste en termes de nombre, t'as pas ce qu'il faut du tout aujourd'hui. T'as pas de joueur vraiment polyvalent qui peut jouer sur les ailes pour compenser des blessures ou quoi que ce soit. T'as Arnaud Nordin, t'as Altamari, et derrière c'est terminé, c'est rideau, quoi. T'as personne d'autre. Éventuellement Ludovic Blas, mais comme je disais, bon, c'est quand même assez évident qu'il va partir cette saison. Donc, je, pour moi, gros doute sur gros doute sur sur une formation pardon. Gros doute pour moi sur le fait que ce soit tes postes prioritaires, ce soit au niveau du latéral, quoi. Pour moi, tu es obligé d'aller d'abord chercher tes ailes. C'est là où tu vas devoir dépenser de l'argent parce qu'en plus, c'est des postes où ça coûte cher. Euh, et c'est pour ça aussi. Alors, c'est des prédictions, hein, c'est pas non plus. J'essaye de prédire parce que j'essaye de penser un peu à l'argent au niveau du club, etc. C'est pour ça que moi, ma prédiction, c'est qu'on laissera partir Mbolo à l'occasion et que on risque plus de jouer en 4-3-3 qu'en 4-4-2 parce que jouer en 4-4-2, ça t'imposerait presque d'aller chercher un autre attaquant qui est aussi un marché qui coûte cher. Là où tu peux toujours t'arranger avec un milieu de terrain derrière et donc rester avec Simonski en place de numéro 10. Et éventuellement, tu as Pablo Pagis. Pareil, c'est si on venait à prendre Pablo Pagis, mais ça semble tellement évident en final parce qu'il récolle à tes besoins. Mais si tu as Arnaud Nordin, bah voilà, tu peux toujours péter Arnaud Nordin à gauche, remettre Pablo Pagis dans l'axe parce qu'il peut jouer un peu 10. Euh, Ponctuellement, Zimanski peut jouer plus ou moins sur l'aile. Altamari peut permuter pour jouer sur aucun de ses bons pieds parce qu'il n'en a pas. Donc il y a un peu de ça. Et puis du coup, effectivement, aller chercher un remplaçant à Tamari à droite. C'est pour ça que pour moi, les postes où tu dois dépenser de l'argent absolument, c'est tes ailes, c'est Zimanski, c'est Altamari. Euh, voilà, c'est à l'aile droite, c'est l'aile gauche. Parce que voilà, Arnaud Nordin, tu vas pas partir avec Arnaud Nordin titulaire toute la saison. Donc, et tu peux pas partir avec un Tamari tout seul. Surtout qu'un Tamari, même s'il ne blesse pas beaucoup, les joueurs ultra rapides, ultra dynamiques comme ça, c'est des joueurs qui sont quand même assez propices aux blessures et à recevoir des coups. Euh, je pense aussi que il y a eu des moments où Francaise le disait assez souvent depuis
son arrivée, à chaque fois, pratiquement tous les débuts de semaine, Altamari s'entraînait pas avec le groupe. Parce qu'à chaque fois, il y a eu un coup, il y avait quelque chose. Donc je pense que ça a pu aussi un peu atténuer ses performances. Je pense que ça peut expliquer en partie son match horrible contre Marseille. Bon, c'est pas dit qu'il aurait fait un bon match quand même autrement, mais je pense que ça a pu jouer. Et le fait en fait, de pas avoir ces options-là derrière pour permettre à ce joueur de faire souler, soit c'est pareil pour un Valentin Rongier. Le fait que tu sois obligé de le mettre titulaire à absolument tous les matchs parce que tu n'as personne derrière à faire jouer, sur tous les moments où le joueur il est un peu fatigué, il est un peu malade, il est un peu blessé, même quand c'est pas grave et qu'il pourrait jouer quand même, tu es obligé de le mettre titulaire du coup. Parce que t'as pas de qualité derrière. Là, saison prochaine, Valentin Rongier, il a un petit bobo. Bon, vas-y, sur un match, je mets Adrien Thomasson. C'est pas grave. Euh, Maintenant, ça sera toujours un peu embêtant d'aller mettre Arnaud Nordin titulaire, peu importe qui tu prends à gauche. Maintenant, je trouve que c'est bien de l'avoir dans l'effectif, au vu du prix. Puis ça se trouve, on dit ça, mais ça se trouve, ils ont juste levé l'option d'achat parce qu'ils ont déjà une offre sur le dos pour Arnaud Nordin et qu'ils savent qu'ils peuvent peut-être le vendre, faire un achat-revente rapide. Ils le prennent 2 millions, ils en vendent 5 derrière. Ça, c'est pas complètement impossible non plus. Euh, mais ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je pense qu'il faut le garder. Parce que ça colle à l'effectif. Regardez s'il y a des messages sur Blue Sky. Euh, mais donc voilà, ça peut être plus ou moins intéressant. Maintenant, voilà, c'est pour ça. Ce que je disais, c'est tes postes prioritaires, c'est à gauche, à droite. J'ai pas vraiment d'idée, à part, comme je disais, Pablo Pagis, qui semble être tellement une évidence que pour moi, faut pas hésiter à craquer ton PEL pour Pablo Pagis. Défense centrale, visiblement, le club chercherait un renfort en défense centrale. Je trouve ça étonnant, parce qu'on a trois joueurs qui pourraient tous les trois être titulaires. Euh, je trouve très étonnant qu'ils ont ne joue pas les deux derniers matchs. Bon, ça a l'air d'être juste du choix pour essayer la charnière White Boudlal. Préférait la charnière Brassier et Boudlal, je pense. Je pense même que la charnière Brassier-Roux, elle a bien fonctionné pendant la Coupe d'Afrique. Je comprends le fait d'en vouloir un quatrième parce que si t'as un blessé et que t'en as plus que deux, c'est un peu embêtant. Maintenant, le quatrième, faut pas aller chercher un titulaire. Enfin, tu peux logiquement pas aller chercher un titulaire, t'as pas de quoi t'en payer un. Donc, faut prendre un joueur qui accepte d'être remplaçant. Donc, ça va être un jeune prospect, je pense. Jeune prospect ou tu vas chercher Nicolas Palois. Tu vas chercher Nicolas Palois ou un vieux joueur. Tu vas chercher Dante. Je pense pas que Dante continue dans le foot. Soit un jeune, soit un très vieux. Mais il va falloir. Ça va jouer là-dedans. Damien Silva a malheureusement pris sa retraite. Donc pourra pas aller chercher Damien Silva. Mais visiblement, le club cherche un central. Je pense que c'est pour faire le nombre. Parce que doit pas y avoir un central qui apporte satisfaction dans le centre de formation. D'accord. Je préfère tant qu'à faire qu'il fasse ça. On s'est trop souvent retrouvé ces dernières années dans la situation où on était court d'un central. Et donc, on se retrouve à faire des choix stupides. Maintenant, avoir trois titulaires, un remplaçant, c'est bien. À voir, est-ce qu'on va se faire. On risque de se faire attaquer comme pour les coups de l'Alve. Visiblement, le club a l'air de vouloir le conserver, c'est ce qu'il a l'air de se dire. On espère. S'il peut rester une saison de plus, quand il a joué, il a fait des bonnes choses à certains moments. Rouault, je pense qu'il y a un truc à faire avec lui. Euh, c'est pas un si mauvais joueur, puis il est encore jeune, je pense qu'ils pourront rester. Guillaume Brassi, il fonctionnait très bien sur la charnière à 4. Donc je pense que la saison prochaine, tu pars quand même avec plutôt Brassier devant Rouault. Mais il va y avoir beaucoup de matchs, donc Rouault aura l'occasion de jouer. Je pense que idéalement, ta défense centrale, c'est ça, la saison prochaine. Maintenant, il y a des sujets un peu sensibles. Le poste de latéral droit, c'est dur d'avoir un avis sur Frankowski. Parce qu'il a été beaucoup blessé. On ne sait pas exactement comment se passe son prêt.
qu'avait l'air de dire Guillaume Lenné, il n'y a pas l'air d'avoir de surprise. Il sera là la semaine prochaine. Son prêt est déjà validé pour la semaine prochaine. Le prêt était 200 sec. Il n'y avait pas de question que ça se lève ou pas, quoi que ce soit. Donc, on va partir du principe qu'il y aura Frankowski la saison prochaine. On peut avoir effectivement Naïda aussi, qui peut être présent. Je pense que c'est d'où on a vu ce qu'il a fait sur la fin de saison. Je pense que son temps chez nous est terminé. Malheureusement, au vu de son temps, vu ce qu'il a fait sur la fin de saison, je pense qu'il va être difficile à vendre. Maintenant, ce sera il faudra essayer de le refourguer à qui on peut. Il ne doit pas lui rester beaucoup d'aides contrat parce qu'il arrive à un moment et il ne me semble pas qu'il ait été prolongé depuis. Donc je pense qu'il doit lui rester 1 ou 2 ans de contrat maximum. Et tu as également c'est Ryan Bamba, si je dis pas de bêtises. Voilà. Qui reviendra de son prêt de Nancy. Qui avait fait de plutôt bons 4-5 premiers mois jusqu'à la trêve hivernale, jusqu'à ce que Nancy décide d'aller recruter un titulaire, enfin quelqu'un à eux, et du coup de le mettre devant Bamba, qui du coup après un peu moins bien joué. C'était un peu injuste pour lui parce qu'il avait fait une bonne saison. Il avait, à un moment en fait, il a fait 2 mauvais matchs sur la trêve hivernale. Ils se sont dit vas-y, on va chercher quelqu'un. Au cas où s'il garde ce niveau-là tout le temps, l'autre a été décent et du coup Bamba a plus trop eu sa chance derrière. Pas de bol pour lui, il a raté des matchs au pire moment en fait possible. Je pense que la discussion se serait même pas posée pour eux si s'il avait fait ces 2 mauvais matchs là en début de saison. Mais voilà, problème de timing pour lui. Euh, le truc c'est qu'il y a aussi un côté message que tu envoies avec Bamba. Si tu le dégages dessus, tu lui donnes pas sa chance. C'est que aucun on vous envoie en prêt, mais ça sert à rien. Vous n'avez pas de perspective même si vous réussissez votre prêt. Donc, soit renvoyer Bamba en prêt la saison prochaine dans un club un peu plus haut. La discussion peut se poser, la question se pose. Parce que là, actuellement, t'as techniquement parlant, là, aujourd'hui au club, avant départ de Cédou, t'as 4 latérales droits. T'en as aucun qui est bien. T'en as aucun avec lequel t'es content de partir. Et c'est quand même un gros problème. Euh, pour moi, avec le poste d'ailier gauche, c'est le poste le plus prioritaire. C'est pour ça que je suis persuadé que Tamari va rester. C'est que tes 2 postes prioritaires, c'est le poste gauche et le poste en bas à droite. Enfin, c'est l'aile gauche et le latéral droit. Parce que t'as 4 latérales droits qui vont être là. Et c'est d'où on va partir au principe qu'il part. Donc, ça nous en fait 3. Ça nous en fait 3. Nagida, dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié ce qu'il a fait. Mais il a joué mauvais pied tout du long. Il a eu des bons moments. Je pense que Nagida, il faut s'avouer vaincu là-dessus. Il faut le mettre à gauche. Il le met à gauche. Il a dépanné à droite à cause des blessures récurrentes de Frankowski et du fait que Cédou était pas bon. Mais il est en concurrence à gauche. C'est son pied fort, il sera meilleur à gauche qu'à droite. Pour les postes de latéraux, de toute façon, il faut être sur son bon pied la plupart du temps. Donc remettons-le à gauche. On s'est débarrassé de 2 problèmes. Maintenant, tu as Frankowski, Bamba. Dans un monde normal, avoir Frankowski, Bamba, c'est censé être suffisant. Maintenant, forcément, tu vas avoir cette méfiance-là de est-ce que Frankowski te refait une saison comme celle-ci, c'est-à-dire qu'il joue quasiment jamais. Et du coup, tu te trouves à être quasiment obligé de jouer avec Bamba tout le temps. Et tu te dis, ok, on a Bamba et Naïda, les 2 suffisent à compenser un petit peu. C'est pas très viable comme solution pour moi. C'est pour ça le poste de latéral droit, il me fait poser beaucoup de questions parce que est-ce que tu prends un défenseur central capable de jouer latéral droit, de dépanner sur ce poste-là, et du coup tu repars avec 2 latéraux droits et demi, voire 3 parce qu'il y a 2 demi avec Nagida à gauche et, euh, et du coup ce défenseur central hypothétique qui pourrait jouer à droite. Il y a une rumeur qui disait que Rennes serait sur Adem Arous, qui colle à ce profil-là et qui du coup correspondait à ce que moi je pense. Euh, c'est ce que je pensais ça un petit peu avant la fin de la saison et j'ai vu la rumeur Adem Arous, genre que je connaissais pas, hein, mais moi j'adore les mercato parce que je découvre des joueurs.
Moi, j'adore les rumeurs d'Arcato parce que du coup, ça me fait découvrir des joueurs que je connais pas. Et Adem Arouz, bon, il a fait un match en latéral il n'y a pas très longtemps et il a été bon. Il joue pas souvent. Je vais vous mettre d'ailleurs, on va mettre son transfermarkt au cas où. Mais voilà, c'est Adem Arouz, il joue en Turquie. Je connais pas le joueur, hein, je l'ai jamais vu jouer, je sais pas à quoi il ressemble. Si ça venait vraiment à s'enfoncer, qu'il y avoir des articles, peut-être que je ferais un petit thread où je regarde des matchs de lui en me focusant sur lui, et puis je ferai un petit thread pour dire ce que j'en pense, mais comme j'avais pu faire à une époque avec Arthur Théâtre. Mais bon, visiblement, il a joué à droite il n'y a pas très longtemps. Après, voilà, d'après Transfermarkt, c'est pas du tout son profil, c'est un central-centre. Mais ouais, ce poste de latéral droit, il me fait poser beaucoup de questions. C'est une grosse incertitude. Pour moi, alors, ce que moi j'aimerais, tu vas recruter un titulaire, tu le mets à droite, et puis advienne que pourra avec Frankowski. Et tu gardes Real Bamba au cas où Frankowski joue quasiment jamais, qui est tout le temps blessé. Et t'as Real Bamba qui vient se positionner en numéro 2,5. Et quand Frankowski n'est pas là, il est remplacé. C'est ce qui me semble le moins pire, on va dire. Merci Ropic pour le follow. Installe-toi, bois de l'eau. On fait une pause eau. Quelqu'un follow, on boit de l'eau. Parce qu'il fait chaud, il fait chaud. Je vais prendre une douche juste avant de commencer, hein. Je suis déjà en sueur. Je me suis dit, je vais prendre une douche parce que quand il y a le stream, le PC il chauffe à balle. Donc, Et ouais, ce poste de latéral droit me fait me poser un milliard de questions parce que je sais pas trop quoi faire. Comme je disais, ce que je ferais si je vais à côté, je pète un PEL et puis je prends un titulaire et je mets Frankowski en 2 parce que tu peux pas compter sur lui après l'action qu'il a fait. Et je prends Ryan Bamba en 2,5. Je prends Ryan Bamba en 2,5. Euh, Maintenant, tu as un peu cet avantage-là de pas donner trop d'indices sur le mercato que tu as envie de prendre un latéral droit parce que tu as l'air d'avoir du nombre sur le papier alors qu'en fait pas tant que ça. Et donc je pense que c'est la meilleure solution. Ce que le club va faire, je pense, c'est qu'ils vont se dire on va temporiser la préparation. Ouais, Francky Akader, ouais, c'est aussi ça, c'est que Frankowski, c'est pas non plus. C'est très moyen quand il jouait. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix de le garder. En fait, je pars du principe qu'on n'a pas le choix de le garder parce que son prêt durait 2 ans. C'est ce qui avait l'air de se dire. Donc je pars du principe que Frankowski est là, peu importe. Euh, donc c'est pour ça que je préfère faire partir de ce constat-là, c'est plus simple pour réfléchir. Et c'est un peu le scénario du pire, entre guillemets. Donc c'est ce qui me semble c'est ce que c'est chiant, mais c'est ce que je préfère faire. Je viens de tilter qu'il n'y avait pas de chat sur cette scène-là. Hop, voilà. Normalement, là, j'ai remis le chat sur cette scène-là. Donc, normalement, les prochains messages seront affichés. Pour moi, c'est une opinion sport. Ouais, bah, c'est dur à dire. Donc, je préfère faire le scénario du pire. Euh, de ce qu'avait l'air de dire Clément Gavard, c'était que le prêt devait durer 2 ans. Bon, il n'y a pas eu de confirmation de ce que la traduction du poste de Galatasaray faisait penser, c'était que c'était 1 an de prêt, puis 1 an de prêt, puis un achat. Euh, c'est dur à dire comme ça. Donc, faisons scénario du pire. Il est là pendant 2 ans. FS, si c'est obligatoire 2 ans, FS, je garde dans un bis. Voilà, c'est ça. C'est que je me dis, un bis, c'est peut-être la meilleure solution. Euh, un bis, voire deux. Et de toute façon, il est là. Donc, on essaie de recruter un titulaire. On décale Nagida à gauche pour le mettre sur son bon pied.
pense que sur ce poste-là de remplaçant, voire concurrencer Merlin, je pense complètement. Sur la droite, sur son mauvais pied, il y a trop de moments où il nous fout dedans. Donc, à gauche, sur son bon pied, je pense que ça peut être une bonne chose. Pas de faire d'alternance à 5 derrière si besoin sur quelques matchs. Ouais, voilà, ponctuellement à 5, si tu joues des grosses équipes ou que tu sens que c'est la chose qu'il faut faire, c'est ce qui me semble le plus cohérent aussi. Euh, donc voilà, comme je disais, je pense que c'est d'où s'en va. C'est ce qui me semble le mieux pour tout le monde, c'est que c'est d'où s'en aille. Et donc effectivement, cette rotation avec une recrue, Frankowski en premier remplaçant et Ryan Bamba qui est là au cas où euh, Frankowski venait à refaire une saison de la même manière, de la même façon. Mais et si jamais en hiver, tu te rends compte que ça se passe bien, et ben effectivement, peut-être que tu rebalances un prêt pour Yann Bamba. Ce serait un peu dommage pour lui parce que ça ferait un peu une saison à la Abin, qui avait fait le coup chez nous on te garde 2 fois, on fait 6 mois, mais en fait tu joues pas et je pense que ça a créé pas mal de frustration chez lui. Mais bon, tu penses au club avant de penser aux individualités. Et donc malheureusement pour lui, je pense que c'est ce qui pourrait arriver. Maintenant, ce que je pense que le club fera, ça c'est ce que moi je ferais, je pense que ce que le club fera, c'est que il va rester comme ça. Il va garder Frankowski, Bamba, la guitare. Ils vont se dire 3 pour un poste, ça suffit. Et s'il y a opportunité de marcher, on prend quelqu'un, mais seulement s'il y a opportunité. Ah, c'est ça. Est-ce que Nagui en 3 à droite, c'est pas suffisant? C'est un peu, voilà, c'est un peu pour moi l'option que va choisir le club. C'est pas ce que moi je ferais, je pense que c'est ce que le club fera. C'est se dire, ok, Nagui finalement peut jouer des 3 côtés, des 2 côtés, pardon. Sinon ça fait un triangle. Peut jouer des 2 côtés. Et à ce moment-là, pas besoin de plus. Mais en fait, t'as aucun joueur fiable. T'as aucun joueur fiable et c'est peut-être un peu le problème. Un peu le problème là-dessus. C'est que t'as un Mamba qui reste quand même une inconnue. La Guida qui a fait des jolies petites bourdes à quelques moments. Et du coup, arrive une option d'un joueur qui est libre également, qui a ce qui a l'air d'être le positionnement du club, et qui effectivement pourrait ne pas coûter si cher que ça. Et donc là, qui vient d'annoncer qu'il ne prolongerait pas dans son club actuel, et qui en plus aime beaucoup le Roison Park, notre ami Thomas Meunier. Euh, Notre ami Thomas Meunier, il vient se positionner en 1 bis avec Frankowski, avec Ryan Bamba derrière. Ça a l'air d'être une belle option pour Rennes. En fait, c'est toujours pareil, je pense que ce serait complètement con de pas tenter le coup. Je pense que c'est vraiment une mauvaise chose si ça arrive. Mais je veux dire, c'est parfait. Le profil est parfait. En plus, il a fait une saison quand même plus que décente avec Lille cette saison. Euh, il y a un latéral de 34 piges. Puis bon, Thomas Meunier, c'est pas une assurance touriste non plus, hein. Il a pas fait que des bonnes saisons de sa carrière. C'est... Je suis quasiment sûr que Rennes va le tenter. Ce serait bête de pas le tenter. J'espère que ça se fera pas. Parce qu'il y a moyen d'avoir un mec pour pas cher. Il y a moyen d'avoir un mec pour pas cher et qui permet de résoudre un peu tous tes doutes. Donc, Thomas Meunier, il a un peu ce côté fit parfait. Ça reste une forte tête, ça peut vite tourner bien aussi. C'est vrai. C'est vrai aussi. Après, qu'on ait eu Benjamin André, ça s'est bien passé. Je pense qu'il en faut aussi pour un peu provoquer tout le monde. Et moi, le problème que j'ai avec Thomas Meunier, bon, après, c'est un peu compensé par les deux éventuels remplaçants derrière, c'est que c'est aussi un joueur de 34 ans. Tu dis quand même vachement ton effectif. Alors, c'est pas gravissime, mais en général, quand on a eu des effectifs bien mixés, on avait quand même des joueurs un peu 24-26 ans et assez peu de joueurs trentenaires.
Là, passer sur autant de trentenaires d'un coup, moi, ça me fait un peu peur. Tu aurais deux trentenaires au milieu de terrain, un sur le côté. Il reste peut-être pas tant que ça. Tamari qui est pas loin de la trentaine non plus. Arnaud Nordin, bon, on verra si c'est pas l'Opagis, ça rajeunit. Mais voilà. Je pense que le club va tenter un Thomas Meunier, ça me semblerait logique. Maintenant, j'espère qu'on irait chercher quelqu'un d'autre. Comme je disais, central. Visiblement, des infos qui sont sorties, le club chercherait un nouveau central, je pense, pour, entre guillemets, remplacer Aïd Boudlal, qui à la base était remplaçant, mais qui est monté dans la hiérarchie suite à l'absence de Jacquet. Et donc, on manquait de ce quatrième défenseur qu'on avait de base. Donc, je pense qu'il cherche un jeune central. Les rumeurs parlaient d'Adem Arous, donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Le cas Quentin Merlin, qui fait pas une saison incroyable, loin de là. Et qui en plus n'a pas de remplaçant. Donc remplaçant qui pourrait être Mamadou Naguida, qui est trop passerait du coup côté gauche, ce qui pourrait être une idée, qui se valide complètement. Est-ce que tu pars juste avec ça? Alors, dans le cas où euh, tu gardes Naguida en option à droite, pour moi non. Tu peux pas te permettre. On laisse pas un vieux expérimentant central. Bah, le problème du vieux expérimenté, je sais pas s'il y a tant que ça à aller chercher au final. Aujourd'hui, surtout qui vient, quoi. Qui vient? Est-ce que tu vas chercher Nicolas Palois? Je pense que le profil, c'est peut-être d'aller chercher. De toute façon, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'était soit tu prenais un jeune joueur euh, qui remplacera Eboudlal l'année prochaine, soit tu prends un joueur plus ancien, mais du coup, tu sais que tu compteras pas particulièrement dessus la saison prochaine, donc il faudra que tu recrutes un titulaire l'année d'après quand Eboudlal partira. Et surtout qu'au vu des temps de contrat, jeu des pronostics, etc., c'est pas que tu parles d'un deuxième central l'année prochaine aussi. Donc, la question est compliquée. Je pense que le joueur doit se. Si j'étais le cas, je pense que je passerais peut-être plus sur un profil jeune, voir ce que ça donne là, sur une saison. Et essayer de trouver peut-être ton central le plus prometteur de ton centre de formation et l'envoyer en prêt là, sur une saison en Ligue 3 ou en Ligue 2. Et voir ce que ça donne, essayer de voir s'il peut entendre une rotation l'année d'après pour être futur numéro 4 et avoir des montées dans la hiérarchie comme ça. Ça serait pas mal. Quant à Merlin, c'est celui où j'ai le plus de. J'ai des doutes. Est-ce que tu repars là-dessus à gauche? Merlin, Naïda. Je pense que Merlin, en fait, tu le payes trop cher pour le placer remplaçant. Si tu le places remplaçant, faut que tu le vendes. Pour moi, c'est un peu le même problème entre guillemets que Tamari. Tu payes trop cher pour le mettre remplaçant. Et après, c'est pas au coach de faire ces choix-là, pour le coup. Le coach, lui, il a juste à dire le meilleur joue. Là où la direction sportive doit se dire ah ouais, mais avoir un mec qui touche autant d'argent sur le banc, faut peut-être le dégager. Donc, je pense qu'il va y avoir des questions à se poser, mais est-ce que Quentin Merlin, on se fait attaquer pour Quentin Merlin sur l'été? Je suis pas sûr. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on se fasse attaquer sur Nagida que sur Merlin. Il va y avoir une solution à aller chercher. Et le problème, c'est que en fait, je me rends compte de plus en plus que là, dans le mercato que je suis en train de faire, en fait, j'améliore même pas l'équipe plus que ça. Éventuellement, à part, comme je disais, avec Pablo Pagis qui vient se placer devant Nordin. Où là, du coup, on est quand même sur une amélioration nette. Euh, mais j'ai quand même l'impression que j'améliore pas beaucoup mon équipe. Je laisse une chance à Merlin, c'est moyen, mais il a besoin de stabilité, d'un bon accompagnement avec un bon formateur et la confiance. Peut-être. Peut-être aussi.
Euh, Peut-être aussi. Maintenant, voilà. Là, actuellement, on partirait sur quelque chose comme ça, ou alors quelque chose comme ça. Ce qui est une équipe qui intrinsèquement est meilleure que l'année dernière, j'ai envie de dire, parce que Pagis c'est mieux que ce qu'on a aujourd'hui à gauche. Maintenant, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup amélioré mon effet. Par contre, on a amélioré le banc. Ça, sans aucun doute. Bon, complètement amélioré, puisque parce qu'on a l'air trop que ça le blanc. Parce que si Blas s'en va, premier remplaçant Blas qui est remplacé par. Bon, tu gagnes sur le poste de titulaire, ça c'est sûr. Par contre, sur le poste de remplaçant, je pense que Blas est quand même meilleur que Nordin, assez largement. Thomasson, c'est pas trop offensif pour un double pivot. Si, je l'avais juste mis pour le montrer, pour dire qu'il était là. Mais je pense que de toute façon, Thomasson, il a plus ce côté-là où il va jouer. Il va rentrer et remplacer Rongier sur les matchs. Je pense que c'est peut-être un peu ça l'avenir de Thomasson. Ou remplacer, voire même parfois Madi Camara. C'est pas des profils similaires, mais ça peut le faire. Donc, ça sera un meilleur remplaçant que Jaoui Cissé dans tous les cas, je pense. Mais ouais, c'est pour ça. J'ai un peu ce problème-là que pour moi, on n'améliore pas l'équipe. Après, est-ce que cette équipe a tant besoin que ça de s'améliorer sur des postes de titulaires? À droite, pour moi. Mais je sais pas qui y a de disponible à droite. Pour moi, à droite, c'est un peu le poste où tu peux tenter un truc. C'est le poste où il faut tenter quelqu'un. Faut aller chercher un joueur à l'étranger. Faut aller chercher cet droit du Bodo Glimt qui perce pas, qui marche pas chez nous. Faut aller chercher cet Argentin qui est dépressif à cause de la météo. Là c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Il faut aller le chercher. Je pense que c'est là, sinon on le fera plus. Euh, et il y a aussi une notion, j'avais oublié un peu à droite, mais notamment Michael Faye peut rentrer dans la rotation à droite. Latéral. Il peut jouer latéral et central. Ah, il joue mal des deux postes, mais il peut jouer les deux. C'est assez important. Je rappelle la grande époque de Steven Moreira. Euh, Encore aussi pour moi, c'est est-ce que Mbolo va rester. C'est Mbolo, pour moi, il reste si tu lui dis de la saison prochaine en jouant 4-4-2. Si tu dis à Mbolo, saison prochaine, je joue en 4-4-2, t'as ta chance du coup d'être titulaire à tous les matchs. Pour moi, Mbolo, il reste. Si tu lui dis, on joue en 4-3-3, et du coup, il est en concurrence avec un joueur qui va forcément jouir d'un énorme capital, sympathie auprès de tout le monde, et donc il va être dur à déboulonner même sur les moments où il sera moins bon. Alors certes, sur une saison à beaucoup de matchs, il jouera, mais est-ce qu'il y a un boulot se contente de 30% de matchs à la saison? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Moi, si j'étais lui, je le ferais pas, en tout cas. Et on se repose la question des questions de salaire tout à l'heure. D'ailleurs, je pose la question de voilà, c'est pas le problème du coach, mais c'est le problème du terrain sportif de se dire s'il y a un mec qui touche autant d'argent sur le banc, est-ce que j'ai envie qu'il reste dans mon équipe? Euh, donc à ce moment-là, la question se pose de partir sur un 4-4-2 de base, de ponctuellement passer sur un 4-3-3, avoir un 10 Zimanski, qui peut en plus rentrer sur un rôle de pivot. Et du coup, à ce moment-là, tu redescends Zimanski aux côtés de Rongier. Tu le fais devenir un peu ton Flavien Tay. Tu pars sur quelque chose plus ou moins comme ça.
avec ouais, ou même ton Bourigeau, hein. Ton Bourigeau sur l'aile, éventuellement 8, ça peut peut-être correspondre au rôle de Zimanski, même si visiblement en Turquie, le poste de 8 c'était pas ce qu'il connaît le plus. Peut-être que sous Franquet ça peut aller, c'est pas parce que ça n'a pas marché ailleurs une fois que ça marchera jamais. Peut-être avec une saison. Avec ça, après, oui, attaquer à la mi-saison par la Roma, si la Roma revient, ça va être dur de le garder si c'est pas si clair qu'il est indiscutable. C'est ça. Je pense que Mbolo, il a besoin d'être conforté dans son truc. Donc, si tu lui promets un 4-4-2 où il joue, ça doit marcher. Le problème, pour moi, en fait, le seul truc qui pose vraiment problème pour moi à cette notion-là, c'est que si tu décides de passer en 4-4-2, il faut que tu te mettes aussi de la profondeur sur le poste de numéro 9. T'as quasiment pas fait jouer Sabiri, malgré le fait qu'il était déjà là cette saison et que t'as joué en 4-4-2 pas mal de fois. Donc visiblement Sabiri est pas satisfaisant. Donc faut que tu ailles chercher un, voire deux attaquants, dont un. Parce que bon, le problème c'est qu'à un moment tu aurais pu avoir Kadarmeité, mais bon, bah, du coup il est parti. Parce que ça aurait été le profil parfait d'avoir Kadarmeité, de dire saison prochaine, ok, on commence avec Mbolo, et puis saison d'après Mbolo part, mais il était pas titulaire. Maintenant, c'est plus possible. Euh, on n'a pas vu un joueur qui a l'air de pouvoir passer neuf maintenant. En tout cas, pas avec Francaise. En tout cas, dans le centre de formation, je veux dire. Donc, ça colle pas non plus. Donc, il faut aller chercher encore un joueur de plus. Là où, si tu dis, bon, on fait un 4-3-3, bah, en fait, t'as même pas besoin d'aller chercher un joueur de plus et tu te soulages du problème. Maintenant, je trouve quand même quand t'as Mbolo et le Paul, ce serait quand même con de pas aller, de pas garder ça. T'as peut-être une des plus belles doublettes d'attaque du championnat, hors Paris. En plus, truc un peu à part parce que il n'y a pas grand monde qui joue à deux attaquants aujourd'hui dans l'Europe tout court. Donc ça t'offre un profil un peu atypique qui peut gêner beaucoup de monde. Je trouve que ça a bien fonctionné quand on jouait plus ou moins contre des blocs bas. Surtout si on vient rajouter à ça un ailier un peu technique à droite. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme. On peut aller chercher un mec du Bodo Glimt comme ça. Ça marche pas. Parce que K2 aussi, c'est clair, c'est combien de temps va deux attaquants. Ouais, voilà. En plus, avec une préparation, parce qu'il faut pas oublier que le Paul est arrivé en fin de mercato et Mbolo aussi, d'ailleurs, je crois. Les deux étaient arrivés en fin de mercato la saison dernière. Donc, pas de préparation ensemble. Ils se sont quand même plutôt bien trouvés, je trouve, sur la saison dernière. Là, en plus, si on fait encore plus de matchs à deux, tu vas pouvoir un peu varier les profils aussi, parce que tu vas avoir beaucoup de matchs, tu ne pourras pas faire jouer les deux tout le temps. Mais du coup, de temps en temps, on risque d'avoir Zabiri qui est. Alors pour moi, Zabiri est plus le remplaçant de Paul que d'Embolo. Il risque de jouer un peu plus, en tout cas si c'est satisfaisant sur la période de préparation. Maintenant, il faudra trouver un remplaçant naturel à Mbolo. Là, pareil, qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu vas chercher un profil jeune? Est-ce que tu vas chercher un profil plus vieux et te dire, vas-y, c'est pas grave? Est-ce que un profil parfait, c'est pas Giroud, typiquement? Alors, c'est pas vraiment un profil très similaire à Mbolo, mais qui apporte de la variété et qui a un profil un peu différent aussi de ce que tu as déjà. Vrai coach pour les gars, ça va être en plus, ouais, ça c'est sûr. Giroud, c'est sûr que ça en plus. Alors, j'imagine qu'il y en a d'autres qui peuvent complètement coller. Après, quand on voit les premières pistes de réflexion de Mercato, il y a des rumeurs. Après, les rumeurs, ça ne, ça ne concerne que ceux qui les croient, hein. Mais il y a des rumeurs Sinayoko. Alors, c'est sûr que si t'as Perbis, c'est Sinayoko Zabiri. Écoute, c'est pas horrible. C'est pas horrible. Et du coup, t'as pas besoin d'aller chercher un milieu de plus, alors que t'aurais dû aller en chercher un sinon.
si tu faisais un 4-3-3, tu aurais peut-être été obligé d'aller chercher un autre joueur un peu cher en milieu de terrain, genre Arthur Avom. C'est Arthur, son nom, oui, je crois que c'est Arthur. Arthur Avom qui rentrait peut-être pour faire de la variation et qui peut jouer 10 en passant des Ziminski, etc. Pour moi, c'est peut-être. Tu peux avoir un bis qui peut ressembler à un 11 bis qui peut ressembler à ça. Alors après, il y a la question d'un gardien remplaçant aussi qui se positionnait. Je pense que c'est important. J'ai pas trop d'avis sur un remplaçant. Un, on va dire que c'est Roux. Et on va essayer de trouver un remplaçant, mais bon, j'avais pas. Je vais mettre celui que je disais tout à l'heure, je vais mettre Adam Arous, mais voilà, ça peut être n'importe qui d'autre. Et on pourra avoir Bamba ici. Tac. Et éventuellement garder remplaçant. On s'en barre. Ça pourrait être éventuellement ton 11 bis. Le retour de Mandanda, gardien remplaçant, c'est vrai. Pour le moment, c'est avant de savoir si. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un peu pour l'interrogation. Il a eu des belles occasions à des moments qu'il n'a pas concrétisé, donc je pense que ça fausse un peu la perception qu'on a de lui, parce qu'il s'est créé quand même des jolies occasions sur certains matchs où il est rentré. Maintenant, si Francaise ne l'a pas utilisé, c'est qu'il doit avoir des raisons. Euh, je... je ne sais pas trop. C'est dur de se projeter là-dessus. D'ailleurs, je me permets, hein, je fais un peu l'autopromo. Euh, je fais même une promotion à 5 subs. On fait j'organise une émission à CRFC par semaine à la reprise de la saison. Vous avez un petit prime qui traîne, n'hésitez pas. Je fais une promo, j'avais dit 10, en fait ce sera 5. Parce que je pense qu'il y a toujours des trucs intéressants à faire à ce niveau-là. Euh, Mais ouais, ça. Ouais. C'est parce que en fait, j'ai pas d'idée de qui mettre à droite. En fait, j'ai vraiment un gros doute de quel profil le club va aller chercher à droite. Est-ce qu'ils vont aller chercher un titulaire? Est-ce qu'ils vont aller chercher un remplaçant à Tamari? Est-ce que l'idée c'est de les prendre à un bis? En fait, le problème que je pense que Rennes va avoir, que moi dans l'idéal, on vend à Tamari, on en prend deux. Euh, Maintenant, je pense que Altamari est trop populaire aujourd'hui pour être vendu. Et un peu trop populaire aussi pour être mis sur le banc d'un coup. On est obligé d'avoir un mec plus fort que lui pour le mettre sur le banc et être tranquille. Je sais pas si du côté de l'OGC Nice, il y a du monde intéressant à aller chercher. Après, je dis ça, on va faire du scouting aussi et de s'amuser un peu sur le mercato, hein, parce que quand on voit le mercato que je prévois, il n'y a pas beaucoup d'idées dedans. Par peut-être Adem Arous, et voilà, c'est pas non plus sûr que ce soit lui. Est-ce qu'il y a un ailier droit? Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud. Kaïd Boudache. Thiago Gouverin. Je chercher Sofiane Diop. Il joue à gauche, mais. Ouais, après, Mohamed Ali Chaud, c'est un joueur que j'aime bien, hein, à titre personnel, hein, mais si je l'ai, je préférais l'avoir sur le banc titulaire, quoi. Mais c'est pour ça que je pense que tu as quand même de l'argent à claquer sur tes ailes. C'est là où tu vas avoir beaucoup d'argent à claquer.
Et si tu décides de jouer en 4-4-2, il va falloir que tu claques aussi un peu de thunes sur ton 9 parce que va falloir chercher des profils un peu précis et un peu intéressants. Donc, si Nayoko a l'air de bien coller, après toujours pareil, si Nayoko, faut se méfier. C'est des joueurs qui a fait une belle saison. Est-ce que je suis sur c'est Nayoko, de l'offensif. Sur le banc. Sur le banc, ça. Si on le compare à Mbolo, c'est un Mbolo moins bien. Mais je trouve ça étonnant de voir qu'il le bat dans les X-Assist, dans les passes attendues. Mais ouais, sur le problème que tu peux avoir avec ça, hein, c'est qu'un Sinayoko, est-ce que c'est un joueur que tu peux envisager passer titulaire la saison d'après, en cas de départ d'Embolo? Ou est-ce que tu vas être obligé de recruter quelqu'un devant lui? C'est un peu ça la question qui se pose derrière. C'est est-ce que si Dayoko, tu peux le monter en grade l'année d'après? Et surtout, est-ce qu'il va accepter aussi d'arriver sur un rôle de remplaçant, etc. Alors après, je vois au il peut ne pas être trop dur à convaincre. Toujours pareil, l'avantage étant que plus les saisons passent et plus la Ligue 1 se pète la gueule, plus les salaires des autres équipes baissent. Et en plus, ça peut être facile de les attirer, les gens. Mais on a besoin de salaires moins hauts qu'avant. Ça, ça rentre. Ça rentre, un scénario. Mais comme je disais, c'est pas beaucoup d'idées. Pour des petites idées, un bouillet. Folarin Balogun. Je suis pas sûr que Monaco lâche Deportivo Alaves. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis curieux au premier degré de savoir ce que le club va faire sur ces postes-là. Parce que il y a du travail. Et surtout, ça va être du travail qui va demander d'être intelligent parce que t'as pas, t'as pas une équipe si faible que ça. Et t'as surtout beaucoup de joueurs qui sont récents. T'as beaucoup de joueurs récents donc qui vont très probablement rester. Donc ça fait un peu se poser la question de comment qu'on gère ça. Voilà, il n'y a pas non plus le poste où tu te dis ah tiens lui il part. Lui c'est sûr il part là maintenant. Au final, à part comme je disais le poste d'ailier gauche où là t'as que Nordin et éventuellement Blas, mais comme je disais lui c'est sûr il part. Donc voilà, c'est pour ça il y a ce poste là où c'est sûr. Sur le reste, bon bah Rongier, il m'a dit Camara, bah ça devrait pas partir. Le Paul, il a l'air de dire qu'il a envie de rester. Après, bon, c'est sûr que si quelqu'un vient poser 60 millions sur le Paul, ça discutera, mais on verra bien. Un Bolo, je pense que si tu lui proposes une attaque à deux, je pense qu'il restera. Tamari, je suis quasiment sûr qu'il va rester. Frankowski, ça a confirmé qu'il restera. T'as peut-être Rouault. Rouault qui peut avoir envie de partir. Ouais, bah Blas, pour moi, c'est un peu le mec. Il y a quasiment que lui, on est sûr qu'il parte, quoi. Et c'est doux. Mais c'est doux, c'est plus le club qui va vouloir le faire partir qu'autre chose. Donc voilà. El Boulal, on sera attaqué, mais pareil, je pense que le club va vouloir le conserver. Il y a pas un joueur où on sait que voilà, on arrive à. Enfin, en dehors de Blas et Sedou, il y a pas vraiment de joueur. On se dit, tiens, ils arrivent à un an de la fin de leur contrat. Voilà. Donc tu as ce poste d'ailier gauche où effectivement tu mets le paquet. Mais derrière, pour le reste, il va falloir améliorer l'effectif sans non plus tout révolutionner.
Donc si ça, à la fin du mercato, c'est ton 11 bis, t'as bien bossé, je pense. T'as quand même bien bossé. Maintenant, ça implique de beaucoup bosser sur le fait de garder les joueurs, de trouver un bon ailier gauche, parce que du coup, ton 11 titulaire, ce serait, on a dit, Mbolo, le Paul, un ailier droit, un ailier gauche. Vas-y, on passe à un Kebal. Kebal, pourquoi pas. Hein. Kebal, il joue à gauche, je crois. Hein. Kebal. Et, c'est sûr. Après, je sais pas où est-ce qu'il joue David. S'il joue à droite, ça peut être un bon profil pour Tamari. Pour lui mettre dans les pattes. Mais... avec, je vais quand même mettre Frankowski pour l'instant. Parce que bon, c'est le profil expérimenté, S le connaît, etc. Euh, c'est pas vrai si à l'axe droit, hein, mais vous avez compris. Donc ça, ce serait éventuellement le 11 titulaire. Moi, les ailes me font pas rêver quand même. Ben, en soi, moi, alors, je suis peut-être. Pour moi, Pagis, il faut aller dessus, c'est obligatoire d'aller dessus parce que c'est un joueur qui évolue en Bretagne. Donc, t'es obligé d'aller sur Pagis. Mais, et qu'il faut que tu deviennes le club que s'il y a un bon joueur qui vient de Bretagne, il est obligé de passer par toi avant d'aller faire autre chose de sa carrière. Pour moi, c'est obligatoire. Non, Pagis, c'est pas le joueur qui me fait le plus rêver. Plutôt pas de gauche d'Alitashvili. Et puis Pagis aussi. On met tous les deux à gauche. On joue sans ailier droit. C'est une nouvelle stratégie. Avec deux ailiers gauche. Mais ouais, c'est pour ça, c'est que parce que t'as pas tant besoin que ça de monde dans ton effectif. Mais les ajouts que tu vas faire, ils vont être importants. Ils vont être très importants. Parce que tu dois avoir des joueurs qui peuvent être que tu peux promouvoir l'année d'après éventuellement pour passer titulaire à la place de certains joueurs qui vont partir. Donc tu dois avoir des joueurs que tu dois concerner en tant que remplaçant et dont tu peux t'assurer qu'il y aura soit une progression, soit une stagnation d'ici l'année prochaine. Et le fait d'avoir entre guillemets peu de choses à retoucher, ça permet de se dire ok, il y a peut-être un poste ou deux où on peut craquer le slip. Effectivement, ok, Lorient réclame 20 millions pour Pagis. Et bah, peut-être qu'on peut griller la concurrence et poser 20 millions sur la table. Parce qu'on n'a pas tant besoin que ça de dépenser ailleurs. Parce qu'on a déjà recruté Thomasson et Nordin avant même le début du mercato, et que les deux étaient. Enfin, Thomasson était gratos et Nordin, il a pas coûté cher. Bon, il est évalué à 6 millions. Clairement, c'est pas un joueur qui partira à 6 millions. Il est évalué à 16 millions, Merlin. Je pète 16 millions pour Merlin. Et il y avait un truc qui disait, il y avait une petite rumeur qui disait que Samba, si jamais il y a offre, c'est ce que disait West France, peut-être qu'avec la Coupe du Monde, le statut numéro 2, s'il y a un poste, peut-être qu'il réfléchira, peut-être que Rennes voudra bien le lâcher. On verra ce qui se passera à ce moment-là. Poste de gardien, pour l'instant, je m'en inquiète pas trop. Le club sait qu'il doit prendre un numéro 2. Je pense qu'ils auront un numéro 2. Et on se posera la question pour Samba que quand il partira. Puis je pense que le club ne le laissera pas partir s'il a pas envie qu'il parte. Écoutez, mode chevalier. Ah, j'espère pas. J'espère pas, chevalier. On a déjà le RCK très à droite. On est obligé de mettre le gardien.
Je trouve qu'on a fait le tour. On a parlé de l'article un petit peu de West France en début de stream. On a fait un petit peu le tour des questions de mercato. On a parlé de Thomas Nordin. Format sympa. Non, bon, après, footballistiquement parlant, c'est sûr que ça peut être un bon coup, mais je pense que tu le sortiras qu'après, quoi. De Paris. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas construire dessus. Donc, ça veut dire que l'année d'après, au lieu de te trouver avec un gardien dont tu es sûr d'avoir et de rechercher un deuxième parce qu'il départ de Samba, tu vas en chercher deux l'année d'après. Ça me semble pas être une solution viable. Ça me plaît pas, à titre personnel. Mais ouais, on a un petit peu parlé de l'article, on a parlé de Taverneau. Et, ça a été pas mal. Je pense qu'on va se laisser là pour l'instant. Peut-être qu'on fera de live s'il y a en cours de saison sur Rennes. S'il y a quelque chose qui chamboule un petit peu l'actualité. J'aime bien en plus qu'on peut parler un petit peu d'autre chose que juste faire de la compo, etc. Là, c'était la première partie où on pouvait parler un petit peu organigramme, etc. C'était sympa. Moi, j'aime bien parler un petit peu des choses avec un peu plus de recul. Euh, N'hésitez pas pour ceux qui ont regardé, surtout sur Blue Sky, si vous a plu, si vous voulez en revoir, parce que du coup, il n'y a pas de retour en direct comme sur Twitch. En tout cas, c'était sympa à faire, et pourquoi pas le refaire là. Ouais, bon, ça m'a bien plu à faire. Après, à voir si trouver les bons créneaux, etc., qui vont à tout le monde. C'est jamais facile, hein. Et puis bon, faut réussir à les positionner. Mais merci d'avoir regardé. Ça fait plaisir. Puis bon, bah, c'est sûr que c'est une petite communauté Blue Sky. Puis déjà qu'on prend un petit truc, il y a ceux qui ont envie de regarder un live et qui veulent se bloquer du temps pour regarder. Donc c'est jamais facile. Je peux le comprendre aussi. De toute façon, le replay sera disponible sur Twitch. Je le mettrai également sur ma chaîne YouTube à moi, pas celle de Squash FM pour ceux qui savent ce que c'est. Mais je la mettrai chez moi. Je vais mettre le lien dans le chat. Je la remettrai sur YouTube quand je mettrai la VOD dessus. Voilà. Si vous voulez, la VOD sera ici. J'essaierai de la mettre dès demain, je pense. Pour Je sais pas si ce format-là, je sais pas si c'est très intéressant à mettre en podcast. Je crée une chaîne exprès à mon nom du coup. S'il y a vraiment une demande, peut-être que je le ferai, mais sinon je m'embêterai pas plus que ça à en faire parce que je sais pas si je ferai 50 non plus des lives, ça va. Il y en a déjà beaucoup qui existent là, c'est juste parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses à se proposer. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de traiter des trucs qui sont moins traités. C'est plus ça qui m'intéresse. Euh, et d'aborder des angles qu'on aborde moins. C'est plus ça que je voulais faire, mais à l'occasion, voilà, s'il y a d'autres choses comme ça, j'en ferai peut-être. Mais ouais, la VOD, je pense que je la mettrai d'ici demain sur cette chaîne-là. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé d'avoir regardé. C'était Dumbledore. On se retrouve à très vite. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!